Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien aller en concert, alors des concerts de métal, hein, bien sûr, vous me connaissez, mais pas que. Je suis ouvert à toutes sortes de musiques et je suis sûr que vous aussi. Mais justement, ces concerts, ça existe depuis quand ? Eh bien, il y a des académies de concerts qui ont été créées en France au début du XVIIIe siècle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de voir quelles étaient réellement ces académies, comment est-ce qu'elles fonctionnaient, est-ce que ces concerts qui étaient donnés étaient similaires à ceux d'aujourd'hui. Et donc, pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Hertz, qui est une chercheuse en musicologie, spécialiste de ce sujet, qui travaille aujourd'hui au Centre de musique baroque de Versailles. Elle a réalisé une thèse intitulée, je prends ma respiration, Le grand motet dans les pratiques musicales lyonnaises 1713-1773, étude des partitions et du matériel conservé à la bibliothèque municipale de Lyon, qu'elle a soutenu en 2010. Elle coordonne et dirige aujourd'hui le projet Acadec, qui vise justement à étudier ces académies de concert de fond en comble. Mais je vous en dis pas plus parce que on va justement en parler durant cet entretien. Et en attendant, eh bien, vous pouvez aussi retrouver dans le chat en direct de la page et puis dans la description des rediffs sur YouTube et en podcast le carnet de recherche du projet ainsi qu'un chouette documentaire qui a été réalisé par mes copains de l'équipe vidéo. Voilà, donc on vous met toutes les infos et sur ce, je vous propose d'accueillir Bénédicte Hertz. Bonjour Bénédicte. Comment ça va ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir d'avoir invité une musicologue dans Nota Bene. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Bah écoute, je suis très heureux de te recevoir aussi pour parler de ce sujet. C'est pas la première fois qu'on reçoit des gens qui bossent sur le côté musical de la force et moi ça me fait plaisir parce que c'est souvent plein de découvertes inattendues pour les néophytes qu'il y a dans le chat qui nous écoutent et pour le néophyte que je suis aussi. Première question de tradition que je pose à tous les invités qui passent par ici. Comment est-ce que toi t'en es arrivé à bosser sur ces sujets ? Un petit peu par hasard, en faisant un cursus de musicologie à l'université. Les musicologues en général combinent avec un cursus pratique de musique. Moi, dans mon cas, ça a été surtout l'université avec une pratique musicale à côté, mais j'ai été surtout guidée par ce cursus universitaire, tout en pratiquant du clavecin à côté. Et en fait, j'ai rencontré dès ma licence des amis en fait qui étaient plongés dans ce qu'on appelle les musiques anciennes, musique Moyen-Âge, Renaissance, baroque, et qui m'ont donné goût à ça. J'étais à Rouen avec des profs qui m'ont vraiment éveillée parce que j'étais complètement néophyte sur toutes ces musiques-là. Et après, ça a été une rencontre vraiment avec l'archive. Il fallait qu'on aille dépouiller avec mon professeur qui était Patrick Taïeb, qu'on aille dépouiller des opéras comiques. Et je suis allée à la bibliothèque municipale de Rouen, on m'a donné un crayon de papier, on m'a sorti une source du 18e et en fait, il y a une rencontre qui s'est faite et une passion qui m'a pas quittée et qui fait qu'aujourd'hui, je surfe un petit peu avec l'histoire. Donc en fait, après j'ai déroulé le fil des études, DEA, thèse. Et après, c'est difficile d'avoir un poste, donc j'ai fait autre chose. Et c'est important aussi, aujourd'hui j'arrive à expliquer, à recoller tous les morceaux du puzzle, mais j'ai été copiste à l'Auditorium de Lyon, à l'Orchestre National de Lyon, et bibliothécaire d'orchestre, donc dans un orchestre symphonique. Et puis après, j'ai été musicologue, bibliothécaire d'orchestre dans un ensemble de musique ancienne qui est l'ensemble Les Talents lyriques dirigé par le claveciniste Christophe Rousset. Et j'ai après eu un poste de chercheuse ici au Centre de musique baroque de Versailles. Je fais tous ces détours parce qu'en fait, c'est cette pratique de bibliothécaire d'orchestre travaillant au concert finalement qui a nourri mon travail et vice versa en fait. Et qui fait qu'aujourd'hui, je mène ma recherche sur un aspect historique de la musique, mais vraiment pétri de la question de la pratique et des répertoires.
Juste parce que ça m'intrigue, je te pose cette question-là, mais copiste, ça consiste en quoi? Parce que moi, tout de suite, je vois un mec avec une grande robe, l'air un peu solennel et pas beaucoup de cheveux sur le haut du crâne. Donc, Copiste dans un orchestre symphonique, c'est lorsque vous allez voir un orchestre symphonique, les violonistes, les cordes font tous tirent l'archet et poussent l'archet en même temps. Et c'est ce qu'on appelle régler des partitions, et c'est réglé par les solistes de l'orchestre, les violons solistes, et après il y a quelqu'un qui recopie les tire, pousse, pousse, tire sur les parties de chaque violon. Donc ça paraît complètement, c'est vraiment un job alimentaire, ça paraît vraiment anodin, et néanmoins cette pratique du geste de la copie sur la partition, sur la partie, pour être plus exact, de musique. Aujourd'hui, je travaille sur ces copistes qui avaient ces mêmes gestes à l'époque, avec ces mêmes mécanismes. Et donc voilà. oui, donc ça aide vachement à comprendre ton sujet d'analyse, quoi. Ouais. Moi, j'en tire, un profit comme ça. Avant de se concentrer sur les académies de concert en tant que telles, on va se concentrer peut-être un petit peu sur quand même, on va dégrossir le paysage musical, on va le dire comme ça, en France, peut-être au XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur l'Académie royale de musique et plus largement sur la musique en France à cette époque? C'est relativement fixe entre le XVIIe et le XVIIIe. On prend cette période baroque dans sa globalité. On va avoir l'apparition du concert au XVIIIe et des théâtres de foire, de ces marges dans la musique. Mais en fait, on a une monarchie, donc une cour qui entretient une musique avec des corps de musique qui sont liés au roi, la musique de la chapelle, la musique de la chambre, etc. Et puis, on a de la musique dans l'espace domestique, donc des salons, des pratiques musicales à l'intérieur chez des aristocrates. On a de la musique à l'église aussi, dans toutes les cathédrales de France. Et c'est d'ailleurs là que sont formés les musiciens. Les musiciens, à l'époque baroque, c'est des petits enfants de chœur qui sont dans des maîtrises et à qui on va apprendre le chant, la composition, et qui après deviendront maîtres de musique, c'est-à-dire compositeurs, et qui seront dans les postes les plus prestigieux. Majoritairement, ce sont des anciens enfants de chœur. Et puis l'Opéra de Paris, qui a été créé en 1669 avec Perrin, et Lully va avoir le privilège en 1672, qui là est l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'institution officielle à Paris où l'on fait des opéras. Donc on a des opéras à la cour qui est itinérante, et après à Versailles lorsqu'elle se fixe. Et puis on a ces saisons d'opéra au XVIIe et XVIIIe qui vont en fait dicter la vie musicale en France. Voilà. Et puis, évidemment, dans les espaces domestiques, ça va être tous les sorts de la musique instrumentale, les sonates, les cantates, pour citer des genres les plus connus. Et avec le concert institutionnalisé, on va tout à coup avoir une ouverture considérable d'un espace autre qui va être un espace où on va aller entendre de la musique et où les genres vont sortir de l'église pour la musique sacrée et sortir de l'opéra pour la musique scénique, la musique lyrique, et vont avoir un autre espace qu'elles vont investir. Et alors, peut-être en complément, il y a aussi, j'imagine, une pratique populaire de la musique? Oui, bien sûr, ouais. Donc là, c'est un peu réducteur en 2 minutes de dresser tout l'état de la musique en France, mais en effet, il y a une pratique de rue, il y a une pratique populaire, on danse, dès qu'un hautbois arrive quelque part, on a des relations qui vous montrent que les gens arrivent et se mettent à danser. On a aussi de la musique pour les fêtes et réjouissances, qui sont donc là ordonnancées par le roi, mais aussi des fêtes et réjouissances diverses, avec un tédéum qu'on va entendre à l'église, mais aussi de la musique, les trompettes et tambours de la ville qui sont mobilisés. Voilà, il y a tout un éventail de lieux où on entend de la musique. Tu cites l'opéra, ça ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui, nous? La spécificité de l'opéra français à cette époque, c'est que c'est un espèce d'art total, avec du chant évidemment,
du chant, des pièces instrumentales, mais aussi des machines, de la danse, et donc vraiment un spectacle total qu'on va refaire avec les moyens qu'on a en province. La spécificité vraiment française de l'opéra, c'est la danse. D'accord. Et ça, donc, c'est vraiment réservé, pour le coup, aux aristos, quoi. Pas nécessairement, parce que la place, là on parle de l'opéra, l'Académie royale de musique, qui n'est pas le concert. L'opéra, en fait, on peut acheter sa place, donc il n'y a pas du tout la barrière, c'est juste on va acheter son billet d'entrée et on peut rentrer. Et après, on est debout au parterre, en fait. Le premier théâtre qui va avoir des places assises au parterre, c'est l'Odéon, le théâtre de l'Odéon à Paris au 19e siècle. Donc à l'époque, c'est aussi un lieu assez populaire. On sort un petit peu du cadre du sujet, mais on a des petites anecdotes sur la présence d'un chien qui a mordu quelqu'un à l'opéra. Les gens se bagarrent. Les chanteuses n'ont pas du tout la moralité qu'elles auront au concert. Voilà, donc et là c'est important de s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment un espace qui contre lequel vont s'inscrire ces fameuses académies de musique, ces concerts à plusieurs égards. Tu as parlé rapidement de la musique pratiquée au sein de l'église. Tu peux développer un petit peu? C'est quoi ce type de musique à l'époque? Alors, la musique à l'église, c'est ce qu'on appelle le motet, comme on trouve chez Bach, par ailleurs, mais là, c'est le motet français. Alors, pardon, il faut que je vienne quand même sur quelque chose. En France, c'est le seul pays en Europe où la musique à Versailles, la musique à la chapelle du roi, ne suit pas le même rite que partout ailleurs en France. C'est-à-dire que le roi va entendre chaque jour une pièce polyphonique d'apparat, ce qu'on appelle un motet à grand chœur, qui est une pièce qui convoque un chœur, des solistes, un orchestre, avec un psaume qui est divisé en sections, comme les motets de Bach, finalement. Alors que partout en France, on aura ces pièces d'apparat seront réservées aux fêtes et réjouissances, aux fêtes solennelles pour lesquelles on fera venir des musiciens extérieurs à l'église. Et sinon, c'est du plein chant, ce qu'on appelle aujourd'hui le chant grégorien, qui perdure depuis des siècles, avec des traductions polyphoniques de faux-bourdons, de chants sur le livre. En fait, aujourd'hui, ce qui s'en rapproche le plus, si vous avez à l'esprit les chants sardes ou corses, voilà. C'est à peu près ça qu'on entendait à l'église à l'époque. Ah, plutôt sympa. C'est une représentation différente de ce qu'on aurait pu, ce qu'on imagine habituellement, mais oui. Et alors, 17e, 18e, on est dans une période où il y a quand même beaucoup d'évolution, de changements au niveau musical? C'est pas plan-plan, mais ça reste, en effet, le roi a sa musique et les structures restent stables jusqu'à la fin du 18e. Jusqu'à la fin jusqu'à l'apparition des conservatoires au 19e siècle et la fermeture des maîtrises, évidemment, à la Révolution. Mais non, les structures restent stables. Ce qui va changer, ça va être le développement dans les foires de spectacles en marge, un peu parallèles, qui essayent de contourner, en tout cas de présenter un pendant à l'Académie royale de musique. Et puis, ce qui va changer, c'est l'apparition du concert aussi. Alors justement, parlons-en de ces concerts publics et de ces académies de concert. Alors déjà, c'est quoi une académie de concert? Eh bien ça, c'est une bonne question. C'est vraiment ce qu'on essaye là collectivement de définir. Déjà, on s'est trompé dans ce titre d'académie de concert. C'est une académie de musique ou un concert. En fait, quand on parlait d'académie de musique, tout le monde confondait avec l'Académie royale de musique qui est l'opéra. Et là, on est vraiment l'opéra, on va voir un opéra mis en scène. C'est un théâtre, en fait. C'est un théâtre en musique. Et là, on est vraiment au concert comme ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entre, on s'assied à sa place, on bouge pas de sa place, on n'a pas le droit d'aller dans l'espace, ce qu'on appelle l'orchestre, où sont les musiciens. On est en silence et on entend de la musique. Avec cette espèce de rituel qui aujourd'hui nous est vraiment familier.
dans un concert de musique classique au moins. Oui, parce que dans les concerts de métal, c'est pas comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de pogo ou autre, mais en tout cas, cette sociabilité, ce rituel en fait du concert, là est vraiment mis en place et observé de façon pérenne. Il se crée donc c'est des institutions qui sont officielles, qui sont créées sous un modèle académique tel que toutes ces académies qui se créent au XVIIIe siècle, les académies des sciences, les académies des belles-lettres, les académies d'art, de dessin, les académies équestres. Et en fait, la naissance du concert s'est glissée dans ce mouvement académique. Et donc, ces premiers concerts se sont appelés académies de musique. Voilà. Que dire de plus ? En fait, ça ressemble vraiment à des associations avec un bureau et des statuts. Et pourquoi on a fait ces statuts ? Parce que il y avait, alors j'anticipe peut-être une question que tu allais me poser après, mais en fait, organiser un concert en France au début du XVIIIe, c'était pas possible. Un concert payant, c'est pas possible parce que l'Opéra de Paris a le monopole, a un privilège hérité de Lully. On n'a pas le droit de faire chanter en français dans un spectacle payant. Et donc, à partir de ce moment-là, pour réussir à entendre de la musique en français, en France, il faut ruser. À la foire, on va inventer les pièces à écriteaux, c'est-à-dire on met des écriteaux avec les paroles et c'est le public qui chante. Ce qui fait, et les comédiens miment. Mais c'est du karaoké avant l'heure. Exactement. C'est trop bien. C'est exactement ça en fait. Et en fait, à cause de cette situation française, je crois que c'est pour ça que ce sont des académies des concerts à abonnement, parce que le fait qu'on s'abonne, le concert n'est pas payant. C'est-à-dire qu'on peut pas acheter de tickets. Et donc, et pas comme à l'opéra où on arrive au guichet, on achète son billet et on rentre. Là, il faut s'abonner et être coopté pour être académicien et pouvoir aller au concert. Et ça, en fait, c'est assez ingénieux parce que ça a permis un développement considérable des institutions. Mais à l'inverse, en France, où il y avait quand même l'Opéra de Paris et le concert spirituel, qui était l'institution de concert qui dépendait de l'Opéra de Paris, il n'y a pas eu d'académie de musique de ce type-là. Mais alors, ça veut dire que du coup, tout était centralisé sur Paris, si on voulait justement écouter de la musique comme ça, ou... Tu veux dire avant cette création ? Ouais, en fait, il y avait tout n'était pas centralisé sur Paris. Mais il y avait c'était difficile d'écouter de la musique. C'était difficile, par exemple, d'écouter des motets, des pièces sacrées. C'est-à-dire que soit on allait à la messe du roi. Et tout le monde n'y allait pas de fait, hein. Soit en province, c'était lié à une fête, à la naissance du dauphin, à une victoire militaire, et là on pouvait entendre un motet à grand cœur. Dès lors quand les académies de musique se créent, en fait, on peut aller au concert et en entendre chaque semaine. Et puis pour l'opéra, il y avait quand même en province, au XVIIIe siècle, on commençait à se créer des succursales de l'Opéra de Paris qui, moyennant un contrat et donc une redevance annuelle, pouvaient exploiter le privilège sur un territoire donné et donner des opéras. Mais ça, c'était vraiment sur des courtes périodes. Des villes comme Lyon, alors on a des belles saisons d'opéra, et puis autre part, c'est vraiment la troupe qui se déplace et qui va jouer de temps en temps à Bordeaux, par exemple. Je crois que c'est une dizaine de mois, voilà. Et donc, en effet, c'est à partir du moment où il y a un lieu où on peut entendre de la musique et toutes sortes de musique, à la fois des opéras, de la musique sacrée, ça révolutionne tout, en fait. Et à Paris, quand le concert spirituel se crée, qui est une institution de concert qui, lui, n'a pas le droit de jouer des opéras, parce que ça fait une trop forte concurrence à côté de l'Opéra de Paris, quand même, mais peut faire entendre des motets et de la musique instrumentale, et là, c'est pareil, c'est la révolution. On peut entendre les grands tubes de l'époque, que sont les motets de Michel Richard de Lalande,
qui meurt en 1726, mais que personne n'avait vraiment entendu comme ça, aussi régulièrement. Du coup, ces académies, donc tu nous dis qu'elles naissent dans un contexte particulier qui est celui justement de l'explosion de un peu toutes les académies, sciences, etc. Qui c'est qui le premier va mettre ça sur pied? En fait, ça, c'est la principale question qui m'intéressait, en fait. J'ai travaillé sur Lyon et en fait, c'est une académie des sciences qui organise des concerts, finalement. Et je me suis toujours dit que c'est vraiment bizarre que le concert soit né dans le giron scientifique. Et en fait, on a ça pour les premières académies, celle de Bordeaux en 1707. Peut-être qu'il vaut mieux que je vous raconte l'histoire de cette académie de Bordeaux. En 1707, c'est des jeunes gens qui ont la vingtaine, Isaac Sarraute-Bouanet et son frère et un certain abbé Belay, qui se réunissent pour faire des concerts, organiser des concerts chaque semaine. Donc 1707, ils appellent ça l'Académie des lyriques. Et puis en fait, ils se rendent compte que les gens avant, il faut les occuper parce qu'ils papotent avant le concert. Et du coup, ils se disent, on va organiser des discussions scientifiques. Au début, c'était des discussions sur le bon goût, sur la poésie. Reprenant l'idée de la première académie de Perrin, des académies de musique, c'était des académies de poésie. Et en réalité, les gens parlaient de science et du coup, il y a eu cette scission entre un jour pour le concert et un jour pour ce qu'on appelait des conférences, qui étaient des discussions scientifiques. Et ce qui est très drôle, c'est que en 1713, donc ils ont eu une petite dispute. Là, je vous parle d'un moment où Montesquieu était directeur de cette académie. Donc, il était directeur à la fois, ça on le sait très peu, mais à la fois d'une académie des sciences qui existe encore aujourd'hui et d'un concert en fait. Et quelqu'un arrive de Lyon en 1713, très intéressé par cette idée-là, et regarde comment ça se passe et reproduit le même modèle à Lyon, en prenant le nom d'Académie des Beaux-Arts, sous la protection du maréchal de Villeroy, qui était le gouverneur du petit Louis XV. Et en fait, on a là, du coup, pareil, une académie des sciences qui fait un jour des concerts et un jour des discussions scientifiques. Il y aura le même modèle à Pau et vraisemblablement à Béziers. Et en fait, cette affaire, elle marche jusqu'à un certain moment où c'est plus gérable parce que je pense que les intérêts sont différents. Et puis surtout, en fait, c'est la même chose aujourd'hui. Produire un concert, ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer les artistes. Parler de science, c'est les scientifiques qui font leur mémoire, qui discutent entre eux. C'est pas du tout les mêmes budgets. Et donc, en fait, on divise les deux parties. Et les académies qui se créent dans les années 1740, ce sera vraiment des concerts, en fait. Il y aura plus cette partie Académie des sciences. Mais, juste pour terminer sur cette genèse, en fait, aujourd'hui, les plus grandes académies des sciences de France, qui sont Lyon et Bordeaux, en fait, au début, c'était des académies de musique. Tu nous l'as dit, ce qui va changer, c'est que du coup, on va avoir un accès quand même beaucoup plus large à tous ces tubes. Ça va changer d'autres choses, même peut-être d'un point de vue social, je sais pas. Ouais, en fait, c'est un vrai bouleversement. La liste, elle est longue, en fait. D'un point de vue social, déjà, les femmes musiciennes peuvent avoir un emploi. Dans l'orchestre, elles peuvent jouer, en fait. En étant payées. Ce qu'elles pouvaient pas à l'opéra, elles étaient chanteuses, mais pas il y avait pas de femmes dans l'orchestre, en tout cas, comme il y en a dans les académies de musique. Socialement, il y a toute cette place des amateurs, pas au sens où on dit aujourd'hui je suis amateur de musique. À l'époque, quand on est amateur en musique comme en art, en tout cas c'est juste qu'on n'en fait pas profession. On n'est pas musicien professionnel. Un amateur peut être largement meilleur qu'un professionnel. Mais en fait, on va se retrouver avec un orchestre où un académicien qui a donc payé son abonnement, qui sait jouer de la musique ou qui sait chanter, il est obligé d'être dans les chœurs ou dans l'orchestre. Pas dans toutes les académies de musique de province, mais dans beaucoup d'académies.
Et du coup, on va se retrouver avec un espèce de mélange amateur-professionnel dans l'orchestre qui vont jouer en même temps ensemble. Après, c'est toute cette invention du rituel du concert, en fait, qui va parfois aussi se mêler avec avec la franc-maçonnerie, parce qu'il y a certaines académies de musique qui sont clairement dans le nord de la France, qui ressemblent très fortement et qui sont très certainement des loges maçonnes ou des concerts maçons, plus exactement. Voilà. Il y a aussi le fait que les académies au 18e, c'est vraiment un terrain. Il y a beaucoup d'abbés, de membres du clergé. Et là, on retrouve ça vraiment dans les académies de musique. Surtout que aller à l'opéra, c'était pas très bien moral, alors que entendre un opéra chanté au concert, c'est-à-dire sans costume et avec des chanteuses qui défendent quand même une moralité dans un autre cadre, est bien plus moral. Voilà. Pour citer quelques petites choses. Il y a aussi un rôle politique qui est hyper important. Souvent, ces académies sont créées par les intendants ou par les gouverneurs. C'est-à-dire que sous Louis XIV, Louis XV, c'est vraiment des moyens d'administrer la France dans ces villes du XVIIIe qui sont en plein essor, en fait. Si vous pensez à des villes comme Bordeaux, à des villes comme Nantes, qui en fait sont des villes qui ont Nancy évidemment, qui ont été complètement reconstruites au XVIIIe, et en fait les villes avec cet exode urbain du XVIIIe, elles vont se retrouver capables d'accueillir une vie musicale aussi. Ça va plus être juste des comédiens de passage, des bandes de violon, tout ça se structure, s'institutionnalise. Au fond, il existait des concerts avant, mais là c'est vraiment la forme de concert institutionnalisée, pérennisée, pensée, idéalisée aussi même. Et pourquoi je disais ça? Oui, pour dire qu'en fait, ce lieu, socialement, il va avoir une importance considérable, et politiquement aussi. Un intendant qui arrive en province, on a le cas de Palu, qui devient intendant à Moulins, puis à Lyon. Il crée son académie de musique. Et c'est une façon, il en est protecteur en fait, mais c'est une façon pour lui d'asseoir son pouvoir. Et puis en fait, c'est comme un club. Les gens viennent, discutent, on règle les affaires, on se voit. Et puis, ah oui, autre chose aussi on l'a trouvé juste à Caen, ça. Mais dans les archives de Caen, je suis tombée sur une mention aussi qui dit clairement que ça sert quand même à marier les jeunes gens. Et puis, ça sert aussi, mais bon, ça c'est un peu... Et puis, ça sert aussi à défendre la langue française. Et ça, c'est aussi quelque chose... moi, j'y avais pas trop prêté considération au début, avant, en effet, qu'on réalise qu'en effet, c'est des lieux où on parle et on entend une langue qui est vraiment pure, entre guillemets. Ce qui fait que du coup, finalement, ouais, ça devient aussi ces académies localement deviennent des instruments politiques, du coup, de rayonnement culturel et de... Complètement, ouais. Et d'ailleurs, en fait, le truc le plus marquant, c'est qu'en fait, elle s'installe principalement, beaucoup dans l'hôtel de ville, dans la grande salle de l'hôtel de ville. Et ça aussi, aujourd'hui, beaucoup d'hôtels de ville de cette époque qui étaient là au 18e, en fait, la grande salle du conseil ou le salon des mariages, enfin, où ça a plusieurs utilités aujourd'hui, en fait, le concert était installé là. Et pas juste, on l'installait et puis et c'était vraiment des installations avec des balustrades pour séparer le public de l'orchestre, des musiciens, avec éventuellement un rang de tribune, des décorations spécifiques, une espèce parfois une espèce de mini scène derrière, enfin en tout cas des rideaux, quelque chose qui matérialisait en tout cas l'espace, je veux pas dire espace scénique parce que c'était pas une scène, mais en tout cas l'espace de concert. Et quand c'est pas le cas, c'est un peu des salles qui sont on s'installe où on peut quelque part, mais il y a quelques villes, on en a recensé, je crois 6 ou 7, qui font construire leurs salles. Et souvent, la ville va participer à la construction aussi.
Et puis après, si on prend le plan de Lyon, le plan Sérocourt, il y a des cartouches sur le côté avec les principaux bâtiments de la ville, et il y a l'hôtel du concert. Donc c'est en ce sens que on dit la naissance du concert public, mais parce que c'est vraiment pensé comme tel à ce moment-là. Et alors, du coup, à travers ton discours, on comprend vraiment qu'il y a une multiplication de ces académies de concerts. Il y en a eu combien? Ah, ça c'est la grande question. En fait, c'était aussi le point de départ, c'est que on avait dans le journal, le principal journal périodique de l'époque, qui est le Mercure de France, on avait cette mention en 1727, je crois. Enfin 25 ou 27, qui disait que ces académies de musique ou concerts se multiplient dans toutes les grandes, petites et moyennes villes de France. Et donc, en fait, ça a servi de début à l'enquête, en fait, en se disant, mais s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Et aujourd'hui, on en a comptabilisé quasiment 70 villes, quasiment. On en avait 30 il y a 3 ans et demi. Et là, en fait, il y a des grosses villes où on n'en a pas, comme Metz et comme Châlons en Champagne, Châlons-sur-Marne. Et par contre, on a des petites villes complètement isolées, Dax, où on a un concert. Et là, on n'a qu'une seule mention. C'est un musicien dans les registres paroissiaux, il meurt. Et quand même, dans son acte de décès, c'est écrit... il est violoniste au concert de Dax, donc de la ville, depuis 3 ans, et qu'il est venu exprès pour être embauché comme violoniste. Donc là, en fait, on se dit, ils avaient les moyens de faire venir quelqu'un, il est venu avec sa femme, et dans son acte de décès, c'est marqué qu'il avait ce métier-là. Voilà. Et donc l'enquête, elle n'est pas du tout finie, et je pense qu'on ne pourra jamais répondre à cette question. Et en plus, pour corser les choses, on a parfois du mal à se dire est-ce que c'est vraiment une académie de musique officielle, ou est-ce que si ça peut être un archevêque, un évêque qui organise son concert, et là la limite entre public et privé, elle est même si nos académies de musique sont privées puisque on n'y entre pas qui veut, mais quand même voilà. Mais on est quand même très fiers d'avoir trouvé, en tout cas d'avoir mis au jour cette réalité qui était vraiment sous-estimée, quoi. Et alors, du coup, avec ces académies qui se développent un peu partout sur le territoire, par rapport au reste de l'Europe, finalement, on se positionne comment? Alors, ça va être les grands chantiers pour les années à venir, je pense. Maintenant que nous, on avait vraiment besoin de voir qu'est-ce qui se passait en France et d'essayer de comprendre ça. On arrive un peu à une compréhension. Une chose est sûre, il y a un lien avec les académies italiennes qui ont inventé quelque part ce modèle d'académie de musique où on entend de la musique, mais qui sont plus sous patronage, qui fonctionnent avec des mécénats aussi. Donc là, on a été voir un petit peu, mais là, c'est vraiment encore... voilà, il va falloir qu'on fasse un travail de confrontation. En Angleterre, ça marche pas pareil. En Angleterre, c'est des tavernes, des clubs, et là, c'est des spectacles payants. Il y a une académie, Academy of Ancient Music, qui ressemble un petit peu à nos académies françaises. Mais en revanche, dans l'espace germanique, il y a des liens vraiment très intéressants avec les collegium musicae des protestants, et en Suisse notamment il y a des académies de musique, et sans doute ça expliquerait aussi pourquoi dans les concerts en France on a joué autant de psaumes en musique, c'est-à-dire de grands motets, parce que les protestants, eux, ils se retrouvaient dans leurs concerts pour chanter des pièces qui étaient des psaumes en fait. Voilà, mais ça, c'est des bribes de compréhension qu'on a depuis quelques mois. On vient d'avoir le colloque final là, du projet, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, voilà, on met ça un peu bout à bout, mais ça reste encore à creuser, sachant que quand même, la France a créé ces académies de musique, elles sont vraiment françaises, quoi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que
la manière dont tu nous en parles, on a vraiment l'impression qu'on a finalement un nouveau monde qui s'ouvre et que la musique s'émancipe un petit peu au-delà du cercle du roi finalement, pour toucher un petit peu tout le monde. Et en même temps, tu nous as expliqué durant ce pré-entretien, puisqu'on prépare les émissions, figurez-vous qu'on n'y va pas à l'arrache, que ces académies de concert, elles ont quand même un lien direct avec les règnes des rois de France. Oui, en fait, c'est clairement militant de montrer qu'il existe de la musique en dehors de la cour et en dehors de Paris. Au XVIIIe, la vie musicale est quand même pas mal concentrée à Paris. Et ça, en fait, ce qui est vraiment génial là aujourd'hui avec l'état des recherches, c'est qu'en fait, on démontre que il s'est passé des choses en province et que en fait c'est pas juste c'est pas centralisé à Paris et ça ruisselle en province, mais qu'il y a vraiment des mouvements qui sont du centre vers les périphéries et des périphéries vers le centre. Après, clairement, on joue quand même les gros succès de Paris et de la cour. Donc, ça reste quand même le modèle, ce qui donne le ton, c'est vraiment Paris. Et puis, pour cette question des règnes, c'est par rapport à la chronologie, c'est que c'est assez probant dans le cas en tout cas, de la vie du concert et la vie musicale en général, de cette période, donc la mort de Louis XIV en 1715, la Régence, et puis l'avènement du règne de Louis XV, et ces années 70 qui marquent vraiment une sorte une fin de règne, mais qui aussi amorce un vrai changement dans les institutions musicales aussi. Voilà. Et donc en fait, ça, on peut le calquer très facilement sur cette question du concert, parce que les fameuses académies de musique dont on parle, qui sont les premières formes de concert institutionnalisées, sous forme d'académie des sciences, puis qui après deviennent des académies de musique concert. Elles naissent à la fin du règne de Louis XIV, et vraiment ça va exploser sous la Régence. Il va y avoir, c'est une grande mode, mais des vagues de création. Et puis en fait, ça s'essouffle à la fin du règne de Louis XV, et dans les années 1770, la plupart des académies s'arrêtent et on a une sorte de revival. Alors là, c'est pareil, il doit y avoir plein de raisons pour ça. Peut-être que les amateurs, peu à peu, on avait remplacé les amateurs par des professionnels dans les concerts, parce que le public exigeait aussi d'entendre les meilleures voix qu'il y avait. Et en fait, on va avoir une série de concerts d'amateurs qui vont se créer. Parmi les plus célèbres, le concert des amateurs, qui est le concert parisien, dans les années 1770, qui vont se maintenir à peu près 15 ans. Et ces concerts-là, ces institutions-là sont pas mal étudiées, en fait, pour une raison toute bête, c'est qu'on a beaucoup plus de sources à ce moment-là, en fait, fin 18e. Et aussi parce que il y avait cet écueil de comprendre, en tout cas, c'est pas évident de comprendre qu'une académie de musique est imbriquée dans une académie des sciences et comment tout ça fonctionne. On nous pose une question en nous demandant, justement, vu qu'il y a de plus en plus de musiciens pros, est-ce qu'à un moment donné, ces académies se relient ou non au conservatoire ? Il n'y a pas de conservatoire à l'époque, hein. C'est dans les années 1790 la création du conservatoire. De mémoire 93, il faudrait que pardon, j'ai plus la date en tête exacte. Donc en fait, il y a pas de lien avec les conservatoires, mais c'est une question qui est vraiment intéressante, parce que en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'académies qui avaient des petites écoles de musique. Alors, moi, au début, je m'étais dit, oui, évidemment, dans beaucoup de cas, en fait, c'est parce que les chanteuses sont pas au niveau. Et donc, on leur paye un maître de musique qui va Elles ont une belle voix, mais enfin, il faut les mettre au niveau, quoi. Et en fait, il y a quand même des écoles de musique pour les enfants et pour les jeunes gens de la ville, dans certaines académies. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de lien. Mais par contre, il n'y a pas de conservatoire, mais il y a les maîtrises des cathédrales, des collégiales, qui forment les petits enfants de chœur. C'est des maîtrises qui sont plus petites
que celles qu'on connaîtra lorsque les maîtrises seront recréées au 19e siècle. Donc là, elles ont, je sais pas, 6, 8 enfants, hein. Et là, les petits enfants de chœur, ça dépend vraiment des villes. Parfois, on les envoie au concert parce que ça leur ferme l'oreille, voilà. Parfois, on leur interdit d'aller au concert pour pas les perdre, en fait. Mais en tout cas, les musiciens, les chanteurs du concert ou le maître de musique, c'est celui qui bat la mesure, qui compose pour l'église. Les musiciens de l'église ou le maître de musique de l'église de la ville, souvent il est maître de musique au concert. Donc on a là vraiment un lien, et puis les musiciens sont quand même les mêmes, voilà. Sont les mêmes qu'à l'opéra aussi, souvent. Alors tu dis qu'au départ ça dépend de l'Académie des sciences et donc au fur et à mesure ça devient vraiment des trucs à part entière? Ça dépend pas de l'Académie des sciences. Les Académies des sciences sont imbriquées dans une Académie de musique. Enfin, moi je vois ça à l'inverse, mais en tout cas c'est mêlé Académie des sciences et Académie de musique. Mais ça c'est vraiment juste pour les toutes premières villes. Bordeaux, Lyon, Pau et éventuellement Béziers. Après, vraiment, quand à Clermont-Ferrand, en 1727, on crée une académie de musique, c'est juste une académie de musique qui organise des concerts. Et c'est comme ça dans presque toutes les villes en France. Voilà. Et dans les années 1740, c'est des concerts. Ça s'appelle vraiment des concerts. Tu nous l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais du coup, on a quel type de personnes qui fréquentent ces académies? Tu nous disais qu'il y avait des clercs, mais entre guillemets, le quidam moyen pouvait s'inscrire ou pas du tout? Alors, qu'est-ce que tu entends par quidam moyen? Je sais pas, un bourgeois, commerçant. Ouais, alors un bourgeois... Alors en fait, donc c'est pas public parce qu'on peut pas acheter son billet. C'est un abonnement, on est académicien honoraire ordinaire ou alors abonné. En fait, plus le siècle va avancer, plus ils ont besoin d'argent et donc quand même, si vous avez les moyens, vous pouvez vous abonner au concert. Après, en fait, toute personne distinguée ou de qualité a accès au concert. Parce que soit tu es clerc et parfois dans certaines villes, tu es invité. C'est même dans les statuts, les abbés sont invités. Les militaires, les officiers, parfois sont aussi, c'est écrit dans les statuts, sont invités. Et puis après, tout étranger présent dans la ville est invité, à ses entrées au concert, peut y être introduit. Et par étranger, on entend quelqu'un qui séjourne pas plus de 2 mois, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait, finalement... au bout de 2 mois, tu as les moyens de te payer l'abonnement, voilà. Et donc en fait, les gens qui passent dans une ville sont introduits au concert en fait. Voilà. Et puis évidemment, les femmes sont admises comme épouses. Donc chaque académicien peut faire rentrer 1 ou 2 femmes. Si sa fille est en âge de se marier ou si elle est déjà mariée, alors c'est son mari qui prend en charge l'abonnement. Bon, tout ça est bien. En fait, c'est des questions financières. Hein. Mais après ça aussi, ça va poser problème parce qu'en France, les femmes, elles sont pas académiciennes normalement. Ça, c'est vraiment Émilie du Châtelet, elle sera académicienne à Bologne, je crois, en Italie. Mais enfin, en France, c'est très rare qu'une femme soit académicienne au 17e, au 18e. Et c'est, par exemple, peut-être pour ça qu'à un moment donné, ça passe vraiment un système d'abonnés parce qu'on n'est plus dans vraiment une académie ad hoc comme au début du 18e. C'est pour ça qu'on considère ces concerts comme publics parce qu'en réalité, il y a une forme... Enfin, c'est pas tout à fait public, mais... Et justement, financièrement, parce que c'est intéressant, donc ça fonctionne par abonnement, mais comment est gérée la caisse? Comment est-ce qu'on investit après à droite à gauche? Enfin, voilà, comment ça fonctionne? Alors, on n'investit pas. Déjà, faut rentrer dans la caisse et ça, c'est hyper compliqué. En fait, ils ont que des problèmes de trésorerie. Alors peut-être un peu moins qu'à l'opéra, où l'opéra se casse la figure. Il y en a un qui en général, un musicien qui s'allie avec quelqu'un qui a plus de sous, amène l'apport financier, puis ça tient quelques années, ça se casse la figure. L'Académie de musique, le concert dans une ville de province, c'est un petit peu plus stable. Mais voilà, mais pourtant ils ont que des problèmes financiers tout le temps. Alors il y a plusieurs moyens.
de résoudre ça. La première chose, c'est qu'on peut organiser des bals. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on organise un bal et en fait, ça fait quand même un peu une trésorerie. Bon, après, ils peuvent organiser des loteries aussi. Et puis, après, c'est un problème. C'est un gros problème à quand ils vont. Les abonnés du concert, enfin, le bureau va se dire on va contraindre des gens de Caen à s'abonner. 40 personnes, ils font leur calcul, ça nous fera 2000 livres et voilà, on rentrera dans nos fonds pour tant d'années. Et en fait, il y en a un à Caen il y a un des abonnés de Caen qui, en fait, il était échevin de la ville et puis on avait envoyé son fils à l'armée alors que normalement il aurait dû en être exempté et il avait sorti une somme d'argent pour l'en faire sortir. Et donc lui, à ce titre, il se dit mais moi, on a déjà demandé des sous pour faire sortir mon fils de l'armée, je vais pas en plus payer de force l'abonnement au concert. Donc, il fait tout un procès aux messieurs du concert et l'affaire remonte à Saint-Florentin. Et là, on a un document d'archives qui dit le roi indique que en fait c'est contraire aux lois du royaume et que les citoyens doivent demeurer libres de pouvoir s'abonner ou pas. Et le concert va s'arrêter suite à cette décision parce qu'ils arrivent pas à rentrer dans leur fonds. Voilà. Mais c'est un problème vraiment, vraiment récurrent. À Lyon, il y a une espèce de subvention déguisée en 1742, 41, 42. En fait, la ville va acheter tous les biens du concert. Toute la collection de musique, l'hôtel du concert, qui était la petite salle de concert au Cordelier. Et donc, évidemment, on a des archives, tout est conservé aux archives de la ville. Et c'est une façon, en fait, de donner des sous au concert, voilà. Alors, tout à l'heure, tu évoquais les lieux où l'on joue justement ces concerts. Alors par exemple les hôtels de ville, tu disais qu'on réquisitionnait un peu à droite à gauche ce qu'on pouvait comme salle qui était compatible avec du coup le répertoire qu'on voulait présenter. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a eu des bâtiments, des salles qui ont été construites exprès ? Oui, il y a eu des salles qui ont été construites exprès et en fait il y en a aucune qui est encore sur pied. Ah, c'était ma question d'après, et du coup, paf, ouais. Voilà, là, t'as cassé tous mes espoirs. Oui. Okay. Il y a des salles qui ont été construites exprès, et on a quelques plans, mais ça reste encore vraiment c'est pourtant le 18e, mais ça reste encore, il y a peu de sources, en fait. Voilà. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que c'est l'invention de la salle du concert et qu'elles ont tous ce modèle rectangulaire. Avec un espace pour les musiciens et un espace pour le public et éventuellement des grandes loges au-dessus qui font un peu le tour. En fait, vraiment comme un temple protestant, un petit peu. Et ça, c'est aussi quelque chose à noter, c'est qu'en fait, c'est une période aussi où les théâtres et l'opéra étaient beaucoup dans les jeux de paume dans les villes, donc dans des salles qui étaient rectangulaires. Et justement, au XVIIIe siècle, on construit beaucoup de salles d'opéra qui vont prendre la forme d'un théâtre à l'italienne, donc circulaire, comme la forme qu'a l'Opéra Garnier aujourd'hui. Hein. Et en fait, à l'inverse, les salles de concert, elles vont garder cette forme rectangulaire. Et au 19e, ça sera le modèle de salle le plus courant. Tu vois, là, tu parles de la salle, et tout à l'heure, tu parlais aussi finalement de la naissance du rituel du concert. Alors, moi, ma question, c'est que du coup, dans ce rituel, j'imagine qu'il y a aussi, il y a un rituel de la part des gens qui viennent écouter, mais il y a aussi un rituel de l'organisation. Est-ce que tous les concerts se passent de la même manière ? Oui, en fait, il y a des exceptions un petit peu par-ci par-là, mais grosso modo, on a quand même un modèle. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, il y a un modèle qui est commun pour toutes ces académies de musique. Après, il y a des petites différences. En règle générale, c'est vraiment une espèce c'est une fiction de société idéale, en tout cas d'harmonie, et ils choisissent comme emblème une lyre avec une devise qui souvent rappelle cette harmonie recherchée, en tout cas goûtée. Mais du coup, on n'a pas le droit de se quereller, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on doit être en silence
Mais à l'inverse, à Valenciennes, par exemple, ils brassent leur bière au concert. Donc il y a des petits, voilà, dans le nord de la France, ils ont hérité d'une tradition de concert du 17e il y a quelques adaptations, enfin quelques, je sais pas, régionalisme, je sais pas comment on peut On n'a pas le droit qualifier. de boire, sauf de la bière. Voilà. Eux, ils brassent carrément leur bière. Et sinon, il y a aussi quelque chose qui est drôle, c'est que on dit que vraiment tout le monde s'assied sans distinction de rang. Mais on s'imagine bien que dans une société d'Ancien Régime, quand arrive l'évêque du diocèse ou la femme de l'intendant, etc., on va pas la faire asseoir dans le fond de la salle. Et en réalité, on voit dans les textes, et notamment dans les statuts, les règlements, qui pointent en fait tous les points d'attention, justement, parce qu'ils sont pas évidents. Mais on voit souvent qu'il y a eu des petites querelles pour le placement d'un tel ou d'un tel et que on a refusé à telle femme le siège avec les à coups de poire alors que ils l'ont laissé s'asseoir sur une chaise. Donc on se rend compte qu'en fait il y avait différents types de chaises alors que vraiment partout c'est écrit qu'il y a le même type pour tout le monde de chaises. Voilà. Écoutez, je ne peux pas être derrière ce pilier, je ne vois rien. J'imagine très bien les embrouilles de place. Mais oui. le fait de voir ou de pas voir, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que en fait pour la première fois on a des musiciens, on regarde les musiciens et en fait ça n'arrivait jamais parce que soit ils étaient dans la fosse d'orchestre, soit ils étaient dans une tribune dans l'église. Et là en fait on les a vraiment, en fait on a le concert comme on le connaît aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé effectivement d'aller voir un truc et d'être placé un peu derrière un pilier. Et effectivement, j'imagine qu'à l'époque, il y en a qui ont dû le vivre aussi. Sur ces, tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu le fait qu'on écoutait dans ces concerts les tubes de l'époque. Alors justement, c'est quoi les tubes de l'époque? C'est quoi le répertoire qui est joué dans ces concerts? Alors le répertoire qui est joué, c'est franco-français entre guillemets. Alors je vais faire quelques exceptions, mais c'est surtout des opéras français. Alors, les noms des anciens, déjà, Lully, Campra, Destouches, qui étaient compositeurs, qui étaient maîtres de musique, surintendants du roi et qui ont été abondamment joués à l'Opéra de Paris. Et après, on a, évidemment, Jean-Philippe Rameau, Colin de Blamont, tous les grands compositeurs baroques français, d'opéra français qui sont représentés vraiment quasiment sans distinction. Ça, c'est pour l'opéra. Et pour la musique d'église, c'est pareil, c'est quasiment que de la musique française. Je parle au début du 18e parce qu'après, ça va s'ouvrir un petit peu. Donc, dans la musique française, c'est surtout Michel Richard de Lalande. On a des motets de Lully aussi, mais aussi après arrive dans les années 1740 Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Et Mondonville, ça va être aussi une grande star du concert. En fait, c'est des musiciens qui ont... Mondonville, par exemple, qui n'a pas composé que pour la Chapelle Royale, que pour le roi. En fait, lui, il a commencé, il a fait ses armes au concert. Et il a été en poste après auprès du roi. Mais en fait, on va, je crois, avoir un passage des motets qui vont devenir un peu des motets de concert aussi. Et puis, on entend quand même de la musique italienne. Le Stabat Mater de Pergolèse, c'est un tube absolu. À Paris comme en province. Quand je dis à Paris, c'est au concert spirituel, qui était un concert payant et qui avait lieu les jours de fermeture de l'opéra, donc c'est un petit peu différent. Et qui n'avait pas le droit de jouer d'opéra. Alors qu'en province, on entend de l'opéra, du motet, et on entend aussi de la musique instrumentale. Et après, il y a des compositeurs qui sont beaucoup moins connus. Et notamment, on a installé des orgues dans les salles de concert, dans certaines salles, et on a des concertos d'orgue. Et beaucoup de concertos, en fait, beaucoup de pièces instrumentales qui vont mettre de plus en plus en valeur un soliste. Voilà. Et après, dans la deuxième moitié du 18e, ça va s'européaniser, le répertoire. Alors, ça reste toujours français, très français, mais ça va s'ouvrir à des symphonies allemandes, alors avec beaucoup de noms qui ont été oubliés, mais dont on connaît encore Stamitz, des Fields, voilà, des gens comme ça qui vont aussi donner leurs œuvres au concert dans les académies de musique.
Tout ce répertoire qui est joué à l'époque, aujourd'hui, c'est des choses qu'on entend encore beaucoup ou pas? Non, c'est pas des choses qu'on entend encore beaucoup. Là, j'ai la chance de travailler au Centre de musique baroque de Versailles où justement on défend ce répertoire. On fait des éditions des œuvres et on rejoue ces œuvres-là. Mais il y a et Rameau est un compositeur qui a encore beaucoup joué aujourd'hui. Il y a des compositeurs comme Jean-Marie Leclerc, qui est le tenant de l'école française de violon, qui jouait dans l'orchestre de Lyon. Son frère jouait dans l'orchestre du concert de Lyon. Son père, sa sœur, enfin lui, c'est vraiment un musicien qui a commencé aussi au sein du concert. Lui, c'est vraiment dans le répertoire baroque pour violon, c'est un incontournable et qui est quand même beaucoup joué. Dans la musique instrumentale, oui, c'est des œuvres qu'on rejoue beaucoup. Les grands motets de la lande sont finalement assez peu rejoués, alors que c'était vraiment c'était des tubes à l'époque. On en entendait chaque semaine partout en France, quoi. Tu évoques le violon, tu as parlé de l'orgue. On a quoi comme instrument dans ces concerts? En fait, c'est un orchestre à la française. C'est-à-dire c'est un orchestre qui est défini comme à la Cour et comme à l'Académie royale de musique de Paris, avec des cordes. Violon, on a les pupitres qu'on qualifierait d'alto aujourd'hui, qui sont divisés en haute contre et taille de violon, et puis un groupe de basse de violon. Et dans ce groupe de dessus de violon, donc de dessus instrumentaux, c'est fait par tessiture. On peut retrouver aussi les hautbois et les flûtes. Et dans le groupe de basse, on retrouve aussi le clavecin, des basses de violon, qui pourront aussi faire ce qu'on appelle la basse continue et accompagner certains parties solistes avec juste une ligne de basse. Voilà. Bon, ça en fait c'est vraiment la configuration, elle change pas. C'est-à-dire que l'orchestre, il est divisé. Enfin, on peut prendre un opéra qui a été joué à Paris et le rejouer avec l'orchestre de n'importe quelle ville de France. Après, il y a des petites subtilités dans les pratiques musicales, de division de pupitres à la marge, mais qui pour les musicologues sont quand même vraiment importantes parce qu'elles signalent des pratiques locales et des adaptations. Mais il y a des trompettes et des timbales pour certaines œuvres qui sont un peu rehaussées. La clarinette, elle apparaît assez tardivement, dans les années 1750, 60 et un petit peu après dans les académies de musique. Le corps de chasse aussi, qui est sollicité parfois. Et puis, il y a des instruments un peu plus hors normes, comme la trompette marine, qui est une sorte de grande, qui ne se joue pas en soufflant dedans, mais qui est une sorte de grand monocorde, donc avec une seule corde et qui est mise, on joue avec un archet et qui est utilisé comme basse. Et on a un célèbre joueur de trompette marine qui s'appelle Jean-Baptiste Prin, qui dit dans sa méthode, qui jouait à l'Académie de musique, au concert de Lyon, il tenait sa partie de trompette marine. Voilà. Et puis pour les voix, c'est pareil, c'est vraiment les tessitures à la française qui se sont normalisées. Et après, sous Louis XVI, on a vraiment une homogénéisation de toutes ces tessitures et de cet orchestre qu'on a perdu aujourd'hui, mais qui à l'époque était à peu près pareil. La question peut-être qui diffère et dont on n'a pas la réponse, c'est des questions du diapason, des questions comme ça, du tempérament aussi, c'est-à-dire des hauteurs de notes, des intervalles entre les notes. Et ça, voilà, on sait que les pratiques étaient très diverses suivant les villes. On sait que l'orgue garde la hauteur de note. Enfin, quand tu joues un la sur un orgue, le la il peut pas être modifié. Enfin, il est fixe en tout cas, et ça nous sert d'étalon quelque part pour savoir ce qu'il en était. Mais les questions sont très compliquées. Oui, mais c'est intéressant ça, cette question de la transmission finalement aussi de cette musique. Il y a quelques mois dans cette émission, j'ai reçu une autre chercheuse, Gisèle Clément, pour parler de musique médiévale. D'ailleurs, je vous le dis pour tous ceux qui nous écoutent là, au moment où on fait ce live dans quelques jours, sera dispo en podcast, notamment la rediff avec Gisèle Clément. Donc n'hésitez pas à aller voir cette émission là. Et puis
si vous écoutez cette émission-là sur YouTube ou en podcast, elle sera déjà dispo. Donc n'hésitez pas après ce bon moment qu'on passe avec Bénédicte à aller écouter Gisèle. Bref, Gisèle, elle nous a expliqué qu'au Moyen-Âge, la musique, elle se transmettait majoritairement à l'oral et que sa mise à l'écrit, finalement, elle était assez mineure. Voilà. Et du coup, 17e, 18e, comment on fait? Ouais, et ben en fait, on est dans un tout autre univers au 17e, 18e. On a l'écrit, et quand je parlais de l'orchestre, on a la partition en fait. C'est-à-dire que on a vraiment une partition, c'est-à-dire toutes les portées avec les différentes voix, les différentes parties. Et cette conception verticale du son, de la composition, de la musique, ça, on l'a vraiment et on a les sources qui correspondent. Et puis, le 18e, c'est vraiment le siècle de Rameau qui a inventé l'harmonie moderne. Et donc, on est aussi dans une transmission écrite parce qu'il y a beaucoup de musique qui est imprimée et qui est gravée. C'est le cas pour l'opéra. On a vraiment les opéras de Lully sont tous imprimés. Il y a toute une dynastie d'imprimeurs parisiens qui s'appellent les Ballards, Jean-Baptiste, Christophe, les fils, etc., qui vont en fait imprimer tout le répertoire de l'opéra français. Au 18e, on passe aussi à la gravure, donc il y a aussi une évolution des procédés d'édition. Pour la musique et la musique instrumentale est aussi éditée. Donc ça, et ce qui veut dire éditer veut dire diffuser, évidemment. Et ça aussi, je parlais tout à l'heure des villes de province qui deviennent, qui se développent et qui peuvent aussi accueillir une vie musicale. On a aussi au 18e, et ça va de pair avec l'invention du concert, une multiplication des éditeurs et des libraires de musique. C'est-à-dire qu'on peut acheter à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, on peut acheter des partitions, soit en les faisant venir de Paris, soit parce qu'il y a un revendeur qui revend partitions, mais qui revend aussi des instruments. Et pour la musique religieuse, c'est un petit peu différent parce qu'il y a que Richard de Lalande qui a fait graver, sa veuve après sa mort a fait graver ses motets à grand cœur en 20 livres. Et après, tout le reste, c'est de la musique, c'est des manuscrits, c'est de la copie. Et cette question de la copie, elle est aussi très intéressante parce qu'en fait, les éditeurs, pour avoir de la place, ils supprimaient les parties d'alto. Et en fait, vraiment, les blagues sur les altos, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Déjà, à l'époque, les pauvres, ils prenaient cher. Okay. C'est ça. J'ose à peine parler de Rousseau qui dit qu'ils peuvent s'arrêter de jouer et la musique n'en ira pas moins. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, au début, on a même, on recomposait ces parties d'alto parce que parce qu'on s'est dit que c'était manquant en province. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en province, parfois il y avait pas d'alto dans l'orchestre, et parfois il y en avait, et parfois pour une même ville comme Nancy, parfois il y en avait, et parfois il y en avait pas. On voit dans le catalogue, voilà. Donc là, finalement. Il y a toutes sortes de pratiques qui coexistent. Il y avait aussi un concert chez la reine, Marie Leszczyńska, qui, lorsqu'elle arrive en 1725, elle crée tout de suite sa saison de concert. Et là, on sait qu'il n'y avait pas d'alto, il n'y avait pas d'autres contre et de taille de violon. Donc, ils sont les altos à la française. Et à cette époque, parce qu'avant, il y avait une quinte aussi, mais à cette époque, on a ces deux parties-là. Donc, voilà, ça, c'est les petits ajustements de l'orchestre. Mais pour ce qui est de l'écrit, on a vraiment des supports écrits, la musique écrite, tout le répertoire quasiment, oui. Est-ce qu'il y a un marché de l'occasion de partoche chez les revendeurs? J'ai pas trouvé ça. Mais en revanche, il y a des dons de personne en personne, quoi. Et ça, ça permet aussi de mener des enquêtes, de faire des filiations, de retracer l'histoire d'une partition. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Ouais.
J'allais te poser une question, mais à laquelle tu as répondu un petit peu quand même en filigrane. J'allais te poser la question de la mobilité aussi des différents musiciens en fonction des institutions. Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce qu'ils vont se déplacer d'académie en académie? Bon, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des sources qui nous disent tiens, un tel a été envoyé à un autre endroit. C'était récurrent ça, ou les musiciens restaient généralement au même endroit? Parce que là, c'est vraiment une évolution par rapport à, je parlais de Gisèle Clément tout à l'heure, à la musique du médiéval, où on a beaucoup de musiciens itinérants, par exemple. Oui, en fait, parce que l'institutionnalisation va tout reconfigurer, en fait. Et c'est vrai que ça fait partie des bouleversements sociaux dont j'avais pas parlé tout à l'heure. En fait, il y a clairement, ça change complètement la donne sur les carrières de musiciens. Parce qu'avant, un musicien en province, il faisait carrière à l'église, s'il était homme, si c'était un homme, et à l'opéra quand il y avait l'opéra. Mais là, en fait, on peut faire carrière au concert. Je vous parlais de ce musicien à Dax, violoniste, il arrive dans une ville pour être embauché au concert. Et là, en effet, en fait, c'est l'ouverture d'un marché. Alors, la presse en province, elle arrive dans les années 1750-60 surtout. Et à partir du moment où la presse arrive, on peut observer ça. Et là, on voit vraiment des petites annonces de recrutement à tout va, de chanteurs, en vantant les mérites du lieu, en disant il pourra s'installer en ville, la personne recrutée pourra s'installer en ville, donner des leçons ou cachetonner ou être embauchée à l'opéra. Et ça, c'est quelque chose qui révolutionne vraiment tout le paysage musical. Et ce qu'on a aussi mis au jour là, c'est qu'en fait, des musiciens passent de l'église au concert et vice-versa. Il y a tout un programme de recherche qui s'appelle Musefrem, musiciens d'église en France à l'époque moderne, qui observe les musiciens qui perdent leur emploi en 1790 lorsque les maîtrises ferment. Et en fait, c'est toute une grande enquête prosopographique. Et il y avait parfois des trous dans les musiciens parce qu'on les retrouvait dans tel lieu. Mais en fait, maintenant, avec des recherches sur le concert, cette mise à jour de ces institutions qui avaient été passées, qui étaient un peu passées au travers, oubliées, enfin, je sais pas, en tout cas, dont on avait moins conscience, on a pu aussi montrer qu'il y avait vraiment une porosité entre musiciens d'église et de concert. Avec la question qui, en tant que musicologue, m'interpelle beaucoup, c'est comment est-ce qu'on passe d'un répertoire... Alors, c'est le même répertoire, souvent. Alors, pas l'opéra, mais les œuvres sacrées, elles sont jouées au concert ou à l'église, mais pas du tout de la même manière. De la même manière, qu'est-ce que ça fait quand on chante un motet aux côtés d'un opéra avec des paroles amoureuses, et un psaume de repentance voilà, c'est toutes ces questions de porosité, elles sont aussi valables dans le répertoire. Tu vois, moi, dans ma ville, Tours, comme d'habitude, je profite de chaque émission pour qu'elle ait ma belle ville, il y a des bons boulangers et des mauvais boulangers. On peut imaginer qu'il y avait des bons musiciens et des moins bons musiciens. Est-ce qu'on peut supputer qu'il y avait des stars dans ces musiciens qui pouvaient peut-être être amenés à aller, tu vois, à voyager un petit peu en se disant lui c'est un bon boulanger, on va l'embaucher. Bon, il y avait des mauvais musiciens. Hein. Les mauvais musiciens laissent des traces dans les archives parce qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et on leur fait des procès, on essaye, on a le cas de la Montbrun, là, une chanteuse à Reims, à qui on donne pas ses partitions pour qu'elle arrive, elle sache pas chanter son rôle, elle fait un procès, et en fait, du coup, tous les musiciens de l'orchestre témoignent à son procès en disant c'est vrai qu'elle chante très très faux, c'est vrai que je l'ai entendue un peu partir dans le décor pendant un quart d'heure. Voilà. Et il y a des très bons musiciens à l'inverse. Les très bons musiciens, en fait, déjà, il y a plusieurs indices. Hein. En effet, c'est leur carrière, mais c'est surtout leur cachet. À combien ils sont payés quand ils sont embauchés. C'est souvent des chanteuses femmes qui sont un peu l'ornement du concert.
Mais oui, il y a des bons musiciens, il y a des très bons violonistes. D'ailleurs, on se demande un petit peu comment tout ça fonctionnait avec des amateurs enfin, on aimerait y être pour entendre, parce que on travaille quand même sur un son, et donc on travaille sur un objet qui a disparu quand on travaille sur la musique et les pratiques musicales. Et donc ça, c'est aussi quelque chose voilà, qui nous pose question. Dans les bons musiciens, il y en a qui font des très belles carrières. Il y en a qui finissent comme Mondonville à la Chapelle Royale, à l'Opéra de Paris, au concert spirituel. Il y en a qui font des carrières en tant que compositeurs, en tant que musiciens. Et il y a aussi toute la question des petits-enfants qui se produisent. Et on pense à Mozart en disant Mozart était un génie, se produisait, et il vient se produire au concert de Lyon quand il a 9 ans. Mais en même temps, c'est pas du tout le seul. Il y a plein de petits enfants qu'on montre au théâtre aussi bien, mais qu'on fait jouer aussi au concert. Et surtout, je pense que c'est le début du star system en fait. C'est le début vraiment du vedettariat. En tout cas, tel qu'on le voit dans la presse, c'est très clair. Et le répertoire va accompagner ça. Le répertoire, en fait, va être aussi de plus en plus un répertoire qui met en avant le soliste avec des concertos. Et on voit aussi cette mutation dans la presse où étaient annoncées surtout les œuvres et les compositeurs, et qu'après, en fait, on dira un tel va chanter une ariette ou un tel va jouer un concerto sans qu'on sache de quelle œuvre il s'agit. Mais ce qui prévaut, c'est vraiment le musicien. Mais alors, on n'a pas des stars nulles? Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir ça, en fait, tu sais, de se dire ah non, mais lui, il est mauvais, faut que j'aille le voir. Ça va être génial. Il y a pas ça? Alors non, j'ai pas vu ça. Par contre, il y a des œuvres qui ont eu un grand succès, et en effet, aujourd'hui, quand on les écoute, on se dit bon, c'est pas peut-être pas le meilleur des opéras, ou voilà. Mais ça me dit rien comme ça, non. Non. Et puis peut-être que ça pourrait être le cas c'est l'épouse de l'intendant qui chante, mais alors évidemment, on n'aurait aucune archive dessus. En tout cas, dans les archives officielles. Je trouve ça fascinant déjà que tu me dises qu'il y a des traces dans les archives de mauvais, quoi. Tu vois, parce que dans mon esprit, je me dis, mais si un musicien est pas bon, juste, ils s'en aperçoivent très vite et le gars joue plus, quoi. Il faut le virer, en fait. Et c'est ça qui est le problème. Mais en fait, j'ai du mal dans ma conception très contemporaine à transposer le droit du travail au 18e en disant qu'à l'époque, ils se disaient « Oh, le pauvre, il va perdre son boulot. » Tu vois, c'était le cas, en fait. Oui. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé au début dans ma présentation en disant que j'ai travaillé pour un orchestre. Pour deux orchestres, en réalité, symphoniques et de musique ancienne. Mais parce qu'en fait, c'est les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Je veux dire, les problèmes de qui on a telle œuvre à jouer, tel concert, il faut qu'on embauche des gens, faut qu'on embauche des gens pour que le public soit satisfait, qu'on puisse faire quelque chose artistiquement, et puis il faut qu'on rentre dans notre trésorerie, et puis il faut qu'on trouve qui va copier la musique et qui va faire rentrer les gens dans la salle. Ce sont les mêmes problèmes de prod qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur les bibliothécaires d'orchestre, sur les copistes et les bibliothécaires, enfin la bibliothèque d'orchestre, une bibliothèque, enfin c'est-à-dire dans une armoire. Ils font d'un concert, ils achètent une armoire pour mettre les partitions, et ils copient des partitions parce que le concert, il est dans 2 semaines et il faut qu'on puisse avoir des choses à jouer. Et les artistes, ça fait aussi partie de cette économie, en fait. Et donc, en effet, si quelqu'un n'est pas bon, alors ce cas de la Montbrun, de cette chanteuse Mademoiselle Montbrun, il est hyper documenté, et donc c'est vraiment drôle à lire, mais parfois c'est juste des petites traces, on voit que un tel n'est plus là, voilà, ou parfois ça peut être un mot d'un musicien. On a surtout ça à la fin du 18e, c'est pas dans la période des académies de musique à proprement parler, un musicien qui a mal au ventre et qui écrit, et on sent que dans la lettre il dit voilà, je suis vraiment indisposé, comme vous pouvez le comprendre, je peux pas venir jouer. Et donc, et puis on a aussi un règlement de l'orchestre en 1775 à Narbonne. Donc c'est un petit peu en dehors, mais c'est le seul qu'on ait, parce qu'avant on n'en a pas.
Et là, clairement, on voit qu'ils ont des problèmes parce que tout le monde n'est pas là un quart d'heure avant et accordé. Donc, il faut vraiment l'écrire parce qu'il y en a certains qui, au dernier moment, ne viennent pas, qu'il faut faire porter les instruments dans la salle parce que les chanteuses ont des prétentions parfois un peu de diva et que c'est compliqué. Voilà, c'est des petits problèmes de gestion, de gestion du personnel, hein. Ouais, bah j'imagine très bien, effectivement, le musicien qui vient d'Orléans à Tours. Tu connais pas le quart d'heure tourangeau, voilà, il y avait le. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on a aucun enseignement, enfin, ou très peu finalement, assez peu. C'est comment faisaient ces amateurs, donc ces académiciens, voilà, de l'élite urbaine, hein, finalement, qui se retrouvaient dans l'orchestre à jouer avec des musiciens de profession. Ça, voilà, on a peu de traces sur ça. Alors toi, t'as travaillé en particulier sur l'Académie de concert de Lyon. Peut-être que tu peux nous toucher un mot en particulier de cette académie. Elle a des spécificités, peut-être ? Oui, elle a beaucoup de spécificités. Et peut-être que c'est pour ça que après je me suis décentrée de Lyon pour m'intéresser aux autres, parce que pour moi c'était la plus belle, la plus longue, la plus riche, la plus. Et en réalité, c'est quand même vrai. Mais c'est surtout la principale particularité, c'est qu'elle a été en activité constante, c'est-à-dire un concert par semaine entre 1713 et 1773, donc 60 ans d'existence. Ouais, et que c'est beaucoup pour ce type d'institution, avec un fonctionnement vraiment pérenne, et surtout qu'aujourd'hui c'est la plus riche collection de concerts qui est conservée en France. Et c'est une collection extraordinaire. Il y a des sonates de Couperin qui sont conservées en unique exemplaire. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres. C'est le seul exemple, la seule source qu'on connaisse. Et donc, à ce titre, c'est vraiment une collection extraordinaire. Et puis, ça tient, mais alors là, je peux pas ne pas parler de mon chouchou, qui est quand même un personnage que j'ai suivi, et c'est le fil conducteur qui m'a vraiment guidée dans toute ma recherche, et encore aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas-Antoine Bergiron de Brioude, du Fort-Michon. Et qui, en fait, ça devait être chiant à écrire à chaque fois. C'est lui qui a fondé ce concert à Lyon en 1713 avec un jeune scientifique qui s'appelait Jean-Pierre Christin, qui lui était aussi musicien amateur. Et en fait, je crois quand même qu'on peut vraiment dire que ce concert de Lyon doit beaucoup à la personnalité de ce Bergiron du Fort-Michon, qui est mort en 1768, donc 5 ans avant que le concert se casse la figure. Et en fait, il a réussi à faire de son institution une institution phare, avec une bibliothèque musicale fantastique, avec tout ce qui était au bout du jour, les meilleurs opéras, un orchestre et un fonctionnement vraiment pérenne. Et puis, ils ont bénéficié quand même, j'en parlais au début, du protectorat de la famille Villeroy, Neuville de Villeroy, et qui en fait et a tous les pouvoirs à Lyon, puisque c'est François-Paul, le fils du maréchal, il est archevêque de Lyon, et le père, le maréchal de Villeroy, c'est le gouverneur du petit Louis XV, et qui était proche de Louis XIV, et qui va être exilé sous la Régence. Mais en réalité, ça va vraiment quand même faciliter l'obtention de lettres patentes auprès du roi, enfin d'autorisation voilà. Et puis Lyon est une grande ville. Lyon est sur le passage vers l'Italie. Tu viens de mentionner entre deux là le fait qu'à un moment donné, l'Académie de concert, ça va quand même péricliter. Eh ben pourquoi ? Déjà financièrement, il y a un moment où quand même ça s'essouffle beaucoup. Il y a aussi le fait que cette fameuse pièce sacrée à grand chœur, orchestre et soliste, le Grand Motet, là, il y en a un à chaque fin de concert, ça c'est écrit dans les statuts, et que c'est quand même un genre qui va s'essouffler. Il y a beaucoup de raisons, les vraies raisons. On a peine à les identifier. Il y a certaines académies qui vont perdurer, qui tirent leur épingle du jeu, et qui sont des grosses académies de musique à Reims, à Aix-en-Provence, Marseille,
va rester jusqu'après la Révolution en organisant des fêtes autour de l'arbre de la liberté, etc. Voilà, ça c'est un... Je sais pas trop si on peut donner une raison spécifique. Peut-être qu'à Lyon, c'est aussi la mort de ce fameux Bergeron, qui en fait jusqu'au bout a été vraiment l'âme de ce concert. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a le mouvement reprend en fait. Et reprend les mêmes formes quasiment. On voit les règlements des académies, des concerts d'amateurs qui se créent dans les années 70-80, 1770-1780. C'est à peu près le même schéma. Et puis les sociétés philharmoniques au 19e, elles ont toute une lyre. Et il y a beaucoup de règlements qui sont similaires à ces premières académies de musique. Et on peut dire que ça disparaît définitivement quand, alors ? On a situé ça dans les années 70, 1770. Et les dernières, après la Révolution, c'est vraiment terminé, quoi. Mais aussi parce que le répertoire change et la société change, évidemment, c'est tout un mouvement général. Mais en fait, elles renaissent quasiment à l'identique, donc Ouais, c'est juste d'autres structures, quoi. Voilà, ouais. Et donc, on a d'autres formes, finalement, de concerts publics qui commencent à naître par la suite, quoi. Ouais. Dans ces années 70-80, c'est encore des concerts à abonnement. Et puis, pour certaines sociétés philharmoniques, c'est aussi des sociétés à abonnement avec des saisons de concerts. On a une question, quelqu'un nous dit, mais le problème, c'était le financement comme maintenant les conservatoires. Alors, les conservatoires, c'est des subventions publiques, ouais. Ceci dit, là aussi un petit peu, mais c'est pas... Les conservatoires, c'est un lieu d'enseignement, alors que là, on est vraiment dans un lieu de concert. Mais peut-être que je l'ai pas dit, en fait. L'activité principale, c'est idiot, mais c'est 1 concert par semaine ou 2 concerts par semaine. C'est l'activité principale des académies de musique, c'est ça. Précédé d'une répétition générale, et parfois il y a un petit concert. On pense que c'est plutôt des petits concerts en musique de chambre qui sont intercalés, sauf dans les académies scientifiques où il y a une partie, il y a un jour pour les discussions scientifiques. Alors maintenant qu'on a quand même bien déblayé le terrain, peut-être qu'on peut se concentrer un petit peu sur le projet Acadec, puisque tu es la coordinatrice ainsi que la responsable scientifique avec Thomas Vernet du projet Acadec. C'est quoi ce projet ? Alors ce projet, c'est une opportunité qu'on a eue grâce à un financement de l'Agence nationale de la recherche avec Thomas d'essayer de faire un état des lieux de ce qu'étaient ces institutions. Donc on a commencé en 2022. Là c'est la fin, on a fini notre colloque final. Et en fait l'idée c'était à partir du cas de Lyon sur lequel j'avais travaillé, de se dire mais en fait et de cette petite citation du Mercure de France qui disait il y en a partout dans toutes les villes, et d'études de cas isolés d'institutions de certaines villes qui étaient quand même connues, de se dire mais ça veut dire quoi ? Il y avait des concerts où et c'était quoi le concert en France, en province à cette époque ? Qu'est-ce que ça recouvrait ? Est-ce qu'il y avait un modèle qui était identique ? Est-ce qu'on peut parler d'académisme musical ? Quels étaient les répertoires ? Et de faire une grande enquête et une collecte de sources, de collecter toutes les sources relatives à ces institutions. Et aussi, in fine, de faire rejouer le répertoire. Ouais, donc il y a vraiment une volonté de faire de l'histoire vivante un peu ? Oui, il y a une volonté de faire de l'histoire vivante, mais en musicologie, quand même, quand on travaille sur les pratiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre objet, il n'existe pas. Parce que tu retrouves un tableau dans un grenier, il est le vernis un peu passé, mais tu le vois le tableau quand même. Tu le vois pas bien, mais tu le vois. Mais nous, on l'entend pas. On n'entend pas ce sur quoi on travaille. Et on l'entendra jamais, en fait, en réalité. On a la partition. Je parlais des parties d'alto qui étaient pas là. J'avais évoqué un peu un travail de reconstitution. Il faut quand même le reconstituer. Il faut, par la performance practice et par toute une étude du geste musical et savoir aussi qui joue quoi, quand, comment et avec quel effectif, et donc avec un travail préparatoire, mais en réalité, il y a quand même ce travail entre la partition qui est le support écrit, qui est une sorte de squelette de ce qu'on va entendre,
Et donc, on a besoin nécessairement on a besoin, enfin, dans un travail idéal, l'aboutissement, c'est en effet d'entendre ce sur quoi on travaille. Ouais, puis ça doit être chouette de justement de rassembler tous les indices, de le mettre en pratique et de par justement cette pratique de se rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, voilà, c'est chouette. Et oui, on a fait un concert en mars 2025 à Lyon de reconstitution d'un concert de l'Académie de Lyon en 1720. Et en fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce concert, sur ce répertoire, parce que vraiment, mon terrain d'étude, c'est vraiment les collections de musique au départ. Et d'entendre le concert, c'était réalisé aussi à quel point c'était grandiose comme concert chaque semaine. Quand bien même je savais très bien ce que c'était que ces œuvres, je les avais entendues pour certaines dans d'autres contextes. Mais là, en fait, oui, on a quand même besoin de passer par cette expérience sensorielle. Quand on le peut, c'est vraiment bien. Mais on est musicologue, mais là, vraiment dans une démarche qui est quand même historique, avec Thomas Vernet. Et donc, on s'est entouré d'historiens des institutions et d'historiens des sciences pour comprendre aussi les débuts de ce mouvement académique. Et puis aussi avec des collègues, Émilie Rofidal et Anne Perrin-Kélissa, qui avaient fait un même travail avec un projet de recherche qui s'appelle ACARES, d'où le choix du nom qui était voisin Acadec, ACARES. Et elles, leur travail portait sur les académies d'art en province, avec une temporalité un petit peu décalée. Mais voilà, c'était vraiment, on se positionne vraiment dans la suite des travaux pionniers de Daniel Roche, en fait, et puis qui a travaillé donc sur les académies de province, en définissant cet académisme musical comme une espèce de liant entre toutes les autres académies. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils peuvent être académiciens à l'Académie des Belles-Lettres ou des Sciences, et puis en fait, ils se retrouvent tous au concert, puisqu'on se retrouve tous dans un lieu de divertissement, en fait. Voilà. Acadec, c'est pour Académie Concert. Académie de concert, voilà. Tout simplement. Qui est donc le terme qu'en fait on a choisi au début et dont on se rend compte aujourd'hui que c'est plutôt académie de musique ou concert, mais académie de concert apparaît très très rarement. Mais en fait c'était très parlant et donc voilà. C'est le choix et c'est porté là-dessus. Et de façon très pragmatique, donc ton boulot sur ce projet-là, ça consistait à quoi dans tes missions? Parce qu'on a bien. Alors ça consiste global, toujours, ouais, parce que c'est pas terminé. Oui, c'est pas ton. Alors il y a eu plusieurs volets. Certains sont encore en cours. Il y a tout un volet qui est de collecte en archives. Vraiment de collecte de sources qu'on dirige avec toutes les deux avec Pauline Lemaigre-Gaffier. Et là, il s'agit d'identifier les villes où on va. Et là, on part lundi, on part à trois collègues à Bordeaux. Quand je dis des collègues, c'est des collègues d'autres instituts de divers horizons et de diverses institutions. Et puis, on identifie les sources, on les photographie et après on en fait une base de données qui est en cours de finalisation. On croise vraiment les doigts là, où il y aura les premières villes qui vont être présentées avec les personnes, les événements. Enfin, on pourra tout mettre un peu en lien et voir à quel moment il y a eu. Lier les événements, lier les lieux, lier les personnes, lier les œuvres musicales aussi. Donc ça, c'était une grosse partie qui est un chantier, en fait, je pense qu'il se terminera jamais, mais en tout cas, là, on a jusqu'en juillet, on continue et on finit cette partie-là, puisqu'on a un financement jusqu'en juillet. Et puis, on a eu 3 années pleines de réflexion, avec un colloque final qui a eu lieu en novembre. Et là, en fait, avec Thomas Vernet, on a pensé ces 3 années avec à chaque fois des responsables scientifiques pour les années, en déroulant des séminaires de façon traditionnelle, qui étaient internes au début, parce qu'on avait besoin que la mayonnaise prenne aussi autour de ce sujet, que les gens s'en emparent, parce qu'il y avait très peu de spécialistes au fond du sujet. C'était la principale difficulté, c'était ça. Qu'il y avait très peu de personnes qui savaient de quoi on parlait quand on disait une académie de musique. Hein.
même parmi les musicologues, les gens confondaient avec l'opéra, y compris dans les archives. Des fois, c'est marqué Académie de musique, c'est Académie royale de musique. Or, l'une, c'est l'opéra, l'autre, c'est le concert. Et parfois, le concert, quand il a des lettres patentes, s'appelle Académie royale de musique. Et donc, tout ça, c'était la pagaille. Et donc, on a fait toute une année sur qu'est-ce que c'est que l'académisme musical. Voilà, avec Irène Passeron, Thomas Vernet et Mélanie Traversier qui chapeautait ça. La deuxième année, on l'a intitulé Les réseaux et on a essayé de voir quels étaient les acteurs, les musiciens, tous les acteurs intellectuels, politiques, artistiques dans ces académies. Et donc là, j'étais avec Thomas Vernet pour chapeauter cette année. Et la dernière année, avec Nathalie Berton-Blivet, c'était vraiment sur les pratiques musicales et les répertoires. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, il y a des éditions musicales aussi et des concerts. Il y a eu 3 concerts pour faire réentendre ce que pouvait être un concert. Et notamment ce dernier en mars, qui a vraiment été l'occasion de faire ce qu'on appelle de la performance practice, c'est-à-dire de tester des dispositifs et des pratiques musicales avec des critères qu'on a retenus, parce qu'on peut pas tout retenir, mais voilà. Avec peut-être quand même que je parle, c'était un projet pédagogique avec le CNSM de Lyon, et le CNSM, donc Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et les chantres du CMBV, du Centre de musique baroque de Versailles. Donc sous la direction de Damien Guignon, un très chouette projet qu'on peut entendre dans le documentaire dont tu as parlé tout à l'heure. Ça t'a ému un peu d'assister à ces représentations ? Ben oui, parce qu'on entend, on entend les choses en fait, et puis en fait, c'est des années, c'est un investissement qui est grand sur un objet qu'on n'a jamais entendu. Donc en effet, ça c'est vraiment une des particularités. Je crois, on est ému par l'archive. Hein, je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent, qui ont vécu cette émotion, hein, cette émotion je sais pas, de rencontre, je sais pas comment on peut la nommer, mais en effet, avec une œuvre musicale déjà aussi indépendamment, et quand les deux se rencontrent, oui, c'est vraiment une émotion, ouais. J'imagine que toi, en tant que musicienne aussi, peut-être que de ton côté, tu testais un peu quelques trucs en solo, non ? Forcément, en plus, quand on prépare une édition musicale aussi, on entend et on a une vision, mais elle est forcément au clavier, au clavecin pour moi, elle est forcément partielle, parce que là, on a un chœur, un orchestre, et des solistes qui en plus c'est incarné, donc c'est tel soliste, enfin tel orchestre sera pas le même qu'un autre avec tel chef, enfin donc oui, on a une idée évidemment, mais ça remplace pas la musique vivante. Enfin, c'est un petit plaidoyer pour la musique vivante, mais ça remplacera jamais. J'imagine qu'à une autre échelle, ça doit faire un peu la même sensation que, tu vois, quand tu fais un peu de musique, que t'es ado, et puis t'es un peu tout seul dans ta chambre, et puis qu'un jour tu trouves enfin un band avec qui jouer, et là tu te dis, waouh, ça, c'est quand même un autre niveau, quoi. Donc, ouais. Ouais, ça prend corps, en fait, c'est ça. Alors tu travailles aussi donc au Centre de musique baroque de Versailles. Tu peux nous présenter un petit peu quand même l'institution ? Volontiers. En fait, on a beaucoup de chance ici, parce que c'est une maison qui a plusieurs pôles, enfin qui est organisée en plusieurs pôles. Et donc moi, je travaille au sein du pôle recherche, qui en fait est un des programmes de recherche du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, du CESR de Tours. Et après, on a un pôle médiation et action culturelle, on a un pôle formation avec des enfants et des jeunes chanteurs, donc des pages, des chantres, une maîtrise, une pré-maîtrise, donc qui sont en horaire aménagé pour certains. Il faut pas que j'oublie, on a aussi un pôle d'édition musicale, et puis un pôle de production, un pôle artistique, il y a toujours de la musique en fait, il y a des gens qui répètent, des concerts, des enregistrements de CD, voilà. Et tout ça marche en synergie
Et on a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance dans mon métier d'être entourée de musiciens, d'avoir des collègues, de pouvoir entendre de la musique et aussi d'avoir l'occasion de travailler sur ces œuvres sur lesquelles on travaille. Sur lesquelles on travaille, enfin de les faire rejouer, quoi. Voilà. Au début de cet entretien, et on a mentionné du coup un documentaire sur le projet du coup Acadec qui s'appelle Aux origines du concert moderne. Alors c'est je le dis en toute transparence, c'est un docu qui a été réalisé par des copains à moi, et c'est aussi grâce à eux qu'on fait cet entretien là, puisque c'est eux qui nous ont mis en contact. Merci Nico et Arnaud pour le bon plan, parce que c'est vrai que c'est un sujet que je ne connaissais pas. Ce documentaire, on peut le trouver où? Comment ça s'est passé la réalisation de ce documentaire? Alors on peut le retrouver sur la chaîne YouTube du CMBV, du Centre de musique baroque de Versailles. Donc voilà, il y a même des sous-titrages anglais. Et comment ça s'est passé? Comme on avait ce fameux financement de l'Agence nationale de la recherche, on a eu de la chance d'avoir l'opportunité on avait en fait eu ce projet de faire ce documentaire, et on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré Arnaud et Nicolas qui ont fait vraiment un magnifique documentaire. On intervient à plusieurs voix, donc on est 5 dans le documentaire, voilà. Et en en fil rouge, en fait, ce sont des extraits de ce fameux concert de Lyon qui a été capté en plus. Donc au moment où on enregistre cette émission, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a le colloque final du projet qui vient d'avoir lieu. Tu peux nous en parler un petit peu de ce colloque? Alors en fait, oui, c'était vraiment, voilà, c'était la première fois qu'on avait un colloque sur ce qu'était le concert en France. Et que dire, on a fait, on prépare un ouvrage final, un ouvrage collectif à la suite de ce colloque qui rassemblera certaines des contributions des séminaires et des contributions du colloque, en essayant d'avoir un peu un état des lieux, un regard assez ouvert sur à la fois ce qui peut, je l'évoquais tout à l'heure, les liens avec l'espace germanique, la Suisse, mais aussi des questions de répertoire, quelques rares études de cas, et puis des illustrations des réseaux, aussi vraiment une approche des éléments de compréhension sur le positionnement de ces académies au milieu du paysage académique, les questions de privilèges, ces questions d'amateurs, de professionnels. Enfin voilà, ça va évoquer beaucoup de sujets autour de cet académisme. Et en parallèle, on aura aussi la publication de la base de données. Et donc là, en fait, cet ouvrage en préparation, c'est vraiment un des premiers ouvrages qui fera au moins le point sur qu'est-ce qu'on appelle Académie de musique et comment tout ça naît, et on l'espère qui pourra aussi apporter sa pierre à une bibliographie qui était, hélas, trop pauvre sur le sujet, qui se limitait vraiment aux études de cas et qui était très datée. Mais quand on voit l'importance du sujet, d'ailleurs, comment est-ce que tu expliques que la bibliographie était si pauvre? Je pense que c'est parce que on a commencé par étudier les grandes œuvres, les grandes institutions, les grands compositeurs, et que en fait ça pâtit de l'aspect provincial, en fait, dans le sens, j'utilise le mot provincial, mais parce que en fait c'est péjoratif, et la musique dans les provinces a quand même été assez peu étudiée jusqu'à ce fameux projet Musée Frem que j'évoquais tout à l'heure. Et donc je crois qu'il y a une combinaison des deux choses, une définition
de ce qu'étaient les académies de musique, qui étaient vraiment pas évidente et pas claire, et puis le fait qu'il fallait quand même aller en province et trouver les sources, rassembler tout ce matériau, et après aussi faire une étude en série. Et la mise en série des sources permet aussi de dégager des définitions, ce qui était possible qu'avec un projet d'envergure. Voilà. Alors justement, vu qu'il y a quand même peu de matière, donc on a mentionné le fait que va y avoir cet ouvrage, va y avoir cette base de données qui va être accessible à tous d'ailleurs. C'est gratuit, public. Oui. Bon, ça c'est super. Et à partir du hébergé sur le site du CMBV aussi, oui. De toute façon, à partir du moment où ça sera mis en ligne, on se tient au courant, et puis nous, on le mettra aussi en description des différents contenus qu'on vous met à disposition, et puis de la rediff de cette émission. Il y a ce fameux documentaire créé par les copains de l'équipe vidéo, du coup, donc qui s'appelle aux origines du concert moderne. Est-ce que tu as peut-être d'autres pistes à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir un peu plus sur ce sujet? Oui, il y a d'autres pistes qui sont trouvables facilement et gratuitement, puisque c'est des vieux ouvrages en fait. Ça a été pas mal étudié, ces académies de musique, dans les années 1900. Et donc, il y a un ouvrage de référence, c'est Michel Brenet, Les concerts en France sous l'Ancien Régime. Et puis, éventuellement, sur Lyon aussi, il y a un ouvrage qui est très complet de Léon Vallas. C'est des pionniers de la musicologie qu'on appelle les musicographes, affectueusement un petit peu. C'est toute cette vague d'érudits qui ont vraiment fait un travail d'archives hyper complet. Et donc Léon Vallas, lui, il a écrit un livre en 1908 sur la musique à l'Académie de Lyon. Voilà. Et après, il y a d'autres études de cas. La Laurencie à Nantes, et puis Constant Pierre sur le concert spirituel parisien, qui reste la somme sur le sujet. Et là, ça a été réédité en 2000 par la Société française de musicologie, mais c'est pareil, c'est un ouvrage qui date de 1900 à peu près. Voilà. Niveau académique, ça s'arrête pas ici, j'imagine. Ou c'est quoi après? Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs? Eh bien oui, on a été un peu dépassé par l'ampleur des choses en fait, parce que là l'idée c'était quand même de mettre au jour une réalité, et donc ça c'est vraiment gagné de ce côté-là. Maintenant, on va continuer la base de données aussi, on va continuer le mouvement et amorcer. Et puis là, on va réfléchir sur en effet quelle suite donner à ce projet, comment poursuivre à la fois la réflexion, mais aussi la belle dynamique qu'on a créée dans l'équipe. Et ça, c'est aussi précieux quand on parle de travail de recherche collectif. Et donc, on est en train là pour l'instant on est en train de réfléchir à tout ça, mais non, ça va pas s'arrêter. Est-ce que tu as un petit mot que tu aimerais rajouter peut-être pour conclure cet entretien? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très agréable. Écoute, c'était très agréable aussi de t'entendre sur ce sujet que je connaissais pas du tout, honnêtement. Il y a plein de gens qui nous ont dit dans le chat, sache-le, que c'était hyper intéressant, et que ça fait du bien de découvrir ce genre de sujet, et qu'il faut aller voir des concerts baroques. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit dans le chat. Ça n'empêche pas les autres concerts, mais... En tout cas, merci à toi de nous avoir accordé de ton temps. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pu suivre cette émission aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut!